Alors, je suis très heureuse de vous réunir pour tenter de relever le défi d'être à la fois académique et pratico-pratique. Les thèmes retenus ont fait l'objet de nombreuses discussions en amont, des discussions nourries avec les uns et les autres. Il a fallu faire des choix, donc il y a plein de choses qui ont été mises de côté, mais qui seront peut-être traitées, sans doute traitées par d'autres, puisque les colloques sur la loi Badinter se sont multipliés. Voilà, mais comme on a annoncé qu'il s'agissait de libre propos, eh bien, il est facile d'assumer ses choix et la liberté que chacun a exprimé de s'exprimer sur tel ou tel sujet. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour adresser des remerciements à toute l'équipe communication et événements de l'Institut juridique de recherche de la Sorbonne, notre fameux IRJS, puisqu'on aime bien parler par sigle. Calixte Lipine, Nicolas Armango sont là, et voilà, c'est un soutien inestimable parce que c'est inenvisageable d'organiser des événements tels que ceux-là sans un soutien logistique hyper compétent, proactif, et vraiment un grand merci à eux. Et puis le service édition de l'IRJS nous assistera par la suite pour publier les travaux de cette journée. Un grand merci à toute l'équipe d'Images et Droits qui assure la retransmission de cette journée et qui nous permettra de faire revivre cette journée sur le site de notre département de recherche et par le réseau YouTube. Un grand merci également à notre Institut des assurances, particulièrement mon collègue Jonas Knetsch et notre responsable administrative Bérangère Ducléroir, qui est une fée, et pour un coup de pouce final tellement précieux, je n'en dirai pas plus. Remerciements évidemment aux intervenants de cette journée que j'admire beaucoup pour leur qualité intellectuelle et humaine. Je mesure ma chance de travailler dans cette belle matière qui réunit des gens aussi formidables, et ma chance de pouvoir les solliciter pour que nous puissions, vous et moi, profiter de leurs compétences, de leur passion de transmettre, d'enseigner, de défendre, de controverser, de travailler, et aussi de leur profonde humanité. Il y a de leur part beaucoup de travail et de générosité en amont de cette journée pour qu'elle soit réussie, donc quels et qu'ils en soient, vraiment très très chaleureusement remerciés. Remerciements enfin à vous, public de cette belle assemblée et à distance, qui par votre présence me rassurait sur le fait que ce n'était pas une si mauvaise idée que ce thème finalement. Merci de nous accorder votre confiance pour apprendre peut-être, vous rassurer sans doute, échanger c'est prévu, et on essaiera d'être assez respectueux des temps de parole pour que les espaces de discussion soient préservés. Donc je vais commencer par me taire pour que ça puisse effectivement préserver ces temps de parole. Voilà, que cette journée soit riche et place à ceux qui savent. Merci. Bonjour à tous. Alors comme vous l'avez probablement deviné, je ne suis pas Mireille Bakache. Je ne suis pas non plus conseiller à la Cour de cassation, mais Mireille Bakache étant empêchée aujourd'hui, je vais la remplacer et avoir l'honneur donc de présider cette matinée. Mon rôle se limitera essentiellement à transférer le micro aux uns et aux autres, et tâche ingrate à m'assurer que les temps de parole sont au moins à peu près respectés. Voilà. Et comme nous avons déjà un quart d'heure de retard, bon, un quart d'heure c'est pas dramatique, mais je vais essayer de ne pas l'aggraver, ce retard, et je vais tout de suite passer la parole pour les propos introductifs à Claudine Bernfeld, qui est à mes côtés, avocate, présidente de la NADAVI, et à Michel Ehrenfeld, qui se nomme conférencier dans différentes universités, mais que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de le présenter davantage. Voilà, quelle est notre mission, à Michel et à moi-même, dans ce beau colloque? Eh bien, c'est vous dire comment c'était avant. Comment c'était avant la loi Badinter. Donc, on a convoqué des préhistoriques pour vous dire comment c'était avant. Alors, plaçons-nous un instant, donc, avant la loi Badinter. À ce moment-là, la matière repose sur un socle on ne peut plus solide, les articles 1382 et 1384 du Code civil, que tout le monde, j'espère, connaît encore, mais bien qu'il ne s'appelle plus comme ça, avec un édifice jurisprudentiel assez considérable,
autour. Et des projets fleurissent pour pouvoir faire avancer la matière des accidents de la circulation. Et je citerai par exemple le projet TUNC qui prévoyait d'indemniser tous les accidentés, même les conducteurs, mais au prix d'une forfaitisation de l'indemnisation. Alors je vous engage vivement, si vous le retrouvez, à lire ce petit livre, pour une loi sur les accidents de la circulation de André TUNC. C'est assez extraordinaire ce qu'on peut lire, par exemple, forfaitisation pour l'indemnisation d'un décès pour les parents, ça serait un SMIC vraiment grand maximum, un SMIC mensuel hein, évidemment, grand maximum par exemple. Alors l'inquiétude en réalité, c'était de savoir si l'indemnisation de toutes les victimes ne serait pas, même fautive, ne serait pas finalement aux dépens de l'indemnisation et de la réparation intégrale et aux dépens des victimes non fautives. Les problèmes de responsabilité se réglaient devant les tribunaux, mais la gestion des dossiers en dommages corporels, la gestion quotidienne et ces problématiques étaient vraiment les mêmes qu'aujourd'hui, si j'en crois les écrits de mon père, puisque j'ai été regarder ce qu'écrivait Michel Bernfeld à cette époque. Il avait la plume beaucoup plus acide que la nôtre, et je relisais ainsi un texte dont il était l'auteur, qui s'appelait « Victime, 3 fois victime », publié en mai 1983 à la Gazette du Palais. Alors, que visait-il dans ce texte? Il visait les barèmes médico-légaux. On sortait à l'époque du barème Padovani pour le barème du docteur Rousseau, où seul le tétraplégique avait encore droit au taux de 100%. Alors j'en profite, là, je fais une petite parenthèse avec l'accord d'Anne Guégan, pour vous annoncer un colloque sur le sujet des barèmes médico-légaux, puisqu'on est quand même aussi en 2025, hein, colloque le samedi 28 juin au matin sur les barèmes médico-légaux, les nouveaux, Anadoc et Institut du droit de la santé. Je continue la liste. Il parlait aussi des experts. Alors je cite Michel Bernfeld. Il faut leur demander de respecter les blessés, de les écouter, de ne pas ironiser sur eux, c'est si facile, de ne pas dicter le rapport au magnétophone devant eux, faire admettre à l'expert que la victime est un être pensant et sensible constituera déjà un progrès dans les réparations du dommage corporel. Il visait aussi l'absence d'actualisation des sommes allouées. Il visait le peu de considération donnée à la pénibilité professionnelle, sauf augmentation faible du taux d'IPP, les demandes insuffisantes, les erreurs des juges qui connaissent mal la matière, le refus d'appliquer l'article 700. Bon, tout ça, franchement, ça nous rappelle quand même ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Un peu quand même. Alors, mon souvenir le plus précis, puisqu'on m'a demandé de dire qu'est-ce qui se passait avant, c'est mon père très énervé dans le bureau, raccompagnant un inspecteur de compagnie à la porte et lui disant « Vous reviendrez quand vous aurez des offres à me faire ». Et oui, sur le moment, la loi Badinter, quand même, a semblé être un nid à problème. 2 articles du Code civil qui se voyaient remplacés par un texte dont les tribunaux allaient devoir définir tous les contours, la notion de faute inexcusable, l'irresponsabilité pour les moins de 16 ans et les plus de 70 ans, le caractère insuffisant des offres, etc. Et de fait, si on avait tablé sur moins de contentieux, je crois qu'on s'est globalement trompé compte tenu de la multiplicité des problèmes qui, effectivement, ont surgi, sans oublier la partie sur le recours des tiers payeurs. Mais quand même, on a pu constater assez rapidement que les accidents de la circulation bénéficiaient vraiment d'un véritable traitement de faveur par rapport à d'autres dossiers de type morsure de chien ou accident de feuille de salade. Je regarde quelques confrères là. Ces dossiers qui traînent toujours chez les assureurs et qui n'ont aucune obligation ni sur les délais, ni de faire des offres. Et donc on sait bien nous faire observer qu'ici, il n'y a pas de sanction quand le paiement est en retard, par exemple. Donc oui, la loi Badinter, en dehors de la simplification qu'elle a apportée quant à la résolution de la responsabilité pour les non-conducteurs, c'est l'obligation de faire des offres et des délais pour les faire. Et ça a changé la donne. Je crois qu'on a été d'ailleurs assez lent à faire appliquer les sanctions, les compagnies pourraient nous le dire, parce que justement les compagnies missionnaient des inspecteurs qui avaient une certaine indépendance. Les inspecteurs venaient avec un chéquier, ils avaient encore leur chéquier, et donc on pouvait transiger pas mal de dossiers. Et c'est vrai que quand on vous fait un chèque immédiatement sur le bureau, voilà, on n'a pas forcément envie d'aller demander des sanctions derrière.
Mais les chéquiers ont disparu, les gestionnaires ont pris la main, les inspecteurs se sont raréfiés et les demandes de sanctions se sont multipliées. Et le contentieux sur les sanctions pour offres absentes et insuffisantes a pu prospérer. Donc, en résumé, bien sûr, ce n'était pas mieux avant la loi Badinter. La loi Badinter a apporté un modèle, notamment sur l'offre et les sanctions, modèle qui nous paraît reproductible pour d'autres branches de notre droit. Et donc, les travaux de la journée nous diront tout le reste. Le vétéran que je suis a effectivement des souvenirs de la période avant la loi, assez précis. Et effectivement, j'ai démarré ma carrière, je suis entré en assurance en 1970 à l'UAP, qui est devenu en 1997 AXA. Et j'ai fait toute ma carrière au sein de cette compagnie, soit 45 ans. J'ai pris ma retraite en 2015. Et j'ai eu une chance énorme dans les années qui ont précédé la promulgation de la loi du 5 juillet, c'est d'avoir un patron qui s'appelait M. Henri Marjat et qui était désigné par la profession pour représenter les assureurs au sein de la commission Bellet, commission présidée donc par le premier président honoraire de la Cour de cassation, qui était entre autres chargé effectivement d'étudier une réforme législative des accidents de la circulation. À noter que cette commission aussi a travaillé sur le protocole d'accord organismes socio-assureurs qui a été finalisé un peu avant la loi du 5 juillet en mai 83. Dans cette, j'allais dire, pendant la période qui a précédé, le rédacteur d'assurance réglant des sinistres corporels était entré dans la routine instaurée depuis l'affaire Gendeur, depuis la petite liste Gendeur renversée par le camion des Galeries Belfortaine en 1925 et qui a trouvé son épilogue le 13 février 30. Le jeu consistait à tenter d'exonérer nos gardiens de véhicules en établissant une faute de la victime, cette faute étant une faute simple, non constitutive de force majeure. Et à ce moment-là, évidemment, on arrivait au partage de responsabilité, soit l'assureur arrivait à établir qu'elle était constitutive de force majeure, et il y avait une exonération totale. Puis est intervenue la bombe, pendant les travaux préparatoires de la loi, la bombe de la Cour de cassation, avec l'arrêt Desmarres. Avec l'arrêt Desmarres en 82, avec la chambre qui est sortie sur le perron, et je me souviens très très bien, aujourd'hui, on ne voit plus trop le président de la première ou de la deuxième sortir sur le perron en haut des marches, boulevard du Palais, avec la presse convoquée pour annoncer un arrêt d'ampleur. Ce fut le cas, effectivement, avec l'arrêt Desmarres. Là, curieusement, on ne lui donnait pas le nom de la victime à cet arrêt, c'était le nom de l'auteur. Les victimes étaient les époux Charles, qui avaient eu le malheur de traverser en dehors d'un passage protégé, et malgré cette légère faute, ou a profité de cette légère faute, la Cour de cassation pour dire l'arrêt tient en deux mots, deux adverbes, merveilleuse simplicité. Le comportement de la victime ne peut exonérer le gardien, même partiellement, si la faute ne revêt pas ce comportement ou la faute ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure. Ceci a été un accélérateur énorme des travaux de la loi. Nous avons subi et senti au sein de l'assurance immédiatement cette accélération et les assureurs sont devenus extrêmement demandeurs de la réforme car ils craignaient évidemment que cette jurisprudence appliquée à des piétons soit par définition, il n'y a pas de raison en droit commun de la responsabilité de ne pas l'appliquer à tous les cas d'accident et donc y compris aux conducteurs fautifs également. Encore que la doctrine a pu parler des victimes de Desmarres avec des conducteurs où les juges du fond, très attachés à la notion de faute, ont plutôt résisté à cette jurisprudence et se sont mis à qualifier de faute constitutive de force majeure
comportements qui n'auraient pas été qualifiés ainsi avant cette décision. Donc, tout était mûr pour que la loi intervienne. Je regardais la terrible rapidité avec laquelle tout s'est produit. Le projet de loi fut adopté par l'Assemblée nationale le 18 octobre 1984, par le Sénat le 18 décembre, et après une commission paritaire qui a duré une journée, du 2 juin 1985, la loi était promulguée le 5 juillet 1985. Remarquable rapidité dans les travaux pour des débats qui étaient nourris. Et la deuxième chose qui m'a frappé, je terminerai là-dessus, qui est l'intervention extrêmement forte de M. Robert Badinter. J'étais, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, dans la tribune de l'Assemblée, avec des séances qui se prolongeaient la nuit. Je me souviens même quelquefois que le président de séance avait interrompu pour un match de football, je crois, la séance, et en disant, mais une fois le match terminé, vous revenez. Donc c'était quand même, vraiment, on accélérait les choses pour être prêt. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est les trois interventions. Une sur ce qu'il souhaitait de la notion de l'implication du véhicule terrestre à moteur. En disant, ce mot impliqué, si on avait encore mieux en vocabulaire français, on essaierait de l'utiliser. Mais je ne vois que le terme impliqué. C'est un peu le involved anglais. Et ça, il l'a dit carrément à l'Assemblée. Il faut que, effectivement, ce terme soit le plus large, le plus général possible, pour que le maximum d'accidents rentre dans le cadre de la loi. La deuxième chose où il est intervenu extrêmement, de manière très importante, c'était pour la faute inexcusable des non-conducteurs. Il a dit, à défaut, on peut penser que la Cour de cassation donnera rapidement une définition, elle l'a fait 2 ans après, 21 juillet 87, avec 10 arrêts, ponctué par 10 arrêts, en disant que ça doit être quelque chose de rarissime. Je pense que ce premier vœu a été atteint quand on sait qu'avant la loi, environ 70% des piétons étaient indemnisés totalement, une dizaine de pourcents indemnisés partiellement. On est aujourd'hui à 99,9999% de piétons cyclistes, passagers transportés. On ne connaît qu'un cas de faute inexcusable du passager transporté. On connaît 3 cas du cycliste. Voilà. Et quelques centaines de cas de piétons. Donc ce vœu a été atteint. La deuxième chose, c'est ce que la doctrine a oublié, l'oublié de la réforme. On y reviendra au cours de la journée. Le conducteur, moi je dirais simplement que c'était un oublié volontaire. Le garde des Sceaux lui-même est intervenu à la tribune pour dire que la prise en compte si le conducteur avait été pris en compte exactement comme les victimes non conducteurs, on aurait assisté à une augmentation extrêmement importante. On a parlé à l'époque de 25 à 30% de la prime de responsabilité civile auto-obligatoire, qui aurait été un coût insupportable, il avait dit, pour les ménages. Coût insupportable pour les ménages. Donc ça a été rapidement abandonné, d'où l'article 4, avec l'opposabilité de la faute simple, excluant de l'indemnisation ou la réduisant. Voilà les points qui m'ont vraiment beaucoup frappé à l'époque. Et pour la mise en œuvre de la loi, les assureurs étaient à peu près prêts et très, j'allais dire, très attentifs à ce qui allait se passer pour l'évolution de la jurisprudence. Et au cours de la journée, nous aborderons toutes ces questions de manière approfondie. Merci.